Bienvenue dans cette vidéo où je vais montrer comment créer un site e-commerce en 1 heure. C'est une vidéo que je refais après avoir fait un live où j'ai démontré cela. Et dans cette vidéo, je vais repartir vraiment de zéro en montrant comment on peut créer un site e-commerce très simple avec 3 technologies. Donc, la première chose, c'est qu'on va utiliser un langage de programmation. Dans notre cas, on va utiliser PHP 8. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Mais ce que je vais montrer, on peut le refaire en Ruby, en Python ou peu importe. L'idée, c'est de vous montrer comment manipuler Stripe pour créer justement un site e-commerce très simple. Donc, je vais partir sur le langage PHP. Je vais bien évidemment utiliser Stripe. Stripe est un processeur de paiement qui permet de faire tout un tas de choses. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie checkout, c'est-à-dire créer un panier et une page de paiement. On va aussi utiliser pour la partie JavaScript Alpine.js, qui est une petite bibliothèque JavaScript qui permet de faire 2-3 manipulations. On n'aura pas besoin d'énormément de JavaScript ici. C'est pour ça qu'on va partir sur Alpine. Mais encore une fois, ici, on peut remplacer Alpine par tout ce qu'on veut. Vue.js, React ou votre framework préféré, peu importe. Pour le CSS, on va partir sur quelque chose de simple. On va partir sur Bulma CSS. Donc pour ça, on commence tout de suite le projet. On vient ici, on va se créer un petit dossier qu'on va appeler, hop, comme ça, démo ecom Stripe. On rentre dans notre démo ecom Stripe et on ouvre ça dans Visual Studio Code. On va commencer par se faire juste un petit fichier HTML, index.html, où on dit Hello World pour vérifier que tout fonctionne bien. On revient ici et on veut nous afficher ça, bien évidemment, là. Donc, on va utiliser un serveur interne. On peut utiliser le serveur qu'on veut. Moi, comme je suis en PHP, j'utilise le serveur natif de PHP. Donc, je lance ça et on voit bien notre petit Hello World. Donc, je viens ici et on va commencer par remplacer tout ça par du HTML. Donc, on va mettre ça en français. Et ici, on va écrire mon site e-commerce en 1 heure. Ici, on va commencer par ajouter Bulma CSS pour faire un peu de CSS. Donc, je vais taper Bulma CDN. On va récupérer Bulma du CDN, donc le lien Bulma directement. On vient ici, on rajoute un link. Je mets le lien vers le link, vers le CDN. Donc là, normalement, on a Bulma qui est chargé. Et maintenant, je peux utiliser Bulma CSS. Vous pouvez utiliser totalement autre chose, bien évidemment. Encore une fois, c'est un exemple. Je viens ici et je vais me créer une petite section dans laquelle je vais avoir un container sur lequel je vais avoir un petit H1 de type is1, comme ça. Et ici, je vais écrire mon site e-com, pour faire simple. On revient ici et on regarde. On a bien mon site e-com. Là, l'idée, c'est de faire une petite page avec quelques produits. Donc, pour ça, on va déjà transformer ce index.html plutôt en un index.php pour pouvoir mettre des choses dynamiquement. Alors, moi, les produits, je vais aller les créer en PHP ici. L'idée, c'est que vous, ici, vous le feriez dans votre langage préféré. Et bien évidemment, vous seriez peut-être avec une architecture un peu plus propre, dans un framework ou peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez aller chercher ces données d'une base de données ou peu importe. Moi, ici, je vais mettre les données en dur. Je viens donc ici et je mets une liste de produits. Regardons un peu ce que contient cette liste de produits. Cette liste de produits, c'est vous qui la décidez. Elle peut avoir le format que vous voulez, peu importe. Moi, ici, j'ai mis un titre, un prix, une description et une image. L'image est directement une URL vers un placeholder, mais ici, vous metteriez des images, soit des images que vous avez en local, soit des images que vous avez stockées ailleurs, peu importe. Encore une fois, ici, on met vraiment des produits comme on veut. Moi, ici, j'ai créé 12 produits. Donc, ces 12 produits, on va pour l'instant les réduire. Maintenant qu'on a ça, on peut venir ici créer en dessous, hop, dans notre container, on va venir créer un système de colonnes. Moi ici, je vais mettre une colonne comme ça. Puis dedans, on peut même mettre un petit article si on veut. Voilà. Dans mon article, je vais avoir une figure avec la classe image. Dedans, je me mets une image. Et maintenant, je vais vouloir boucler par-dessus tout ça, par-dessus toutes les colonnes, pour avoir plusieurs colonnes. Je vais dire aussi que ici, on a ça en multiligne. Et chaque colonne va prendre 3 places. Donc on vient ici et on fait une boucle. PHP, for each. Ici, je mets products as product au singulier. Et on vient fermer la boucle en dessous de la balise qui contient les colonnes. Encore une fois, ça, ici, vous le faites dans le langage de votre choix, le framework de votre choix, etc. Là, pour l'instant, on est vraiment dans du code métier. Il n'y a pas encore de partie paiement. L'idée, c'est juste d'afficher ça correctement. On affiche l'image. Donc, on fait ça comme ça. On va pouvoir mettre product, image.
comme ça. Ici, on met ça pour l'accessibilité. Voilà. Product. On met le... Non, je crois que c'est moi, c'est un title. C'est pas un name. On vérifie quand même. C'est un title. Donc, je mets title. Et on fait ça. Ensuite, on va avoir, bien évidemment, un petit H2 qui va contenir notre fameux title. On copie ce qu'il y a ici. Ici. On va avoir une description qui va être tac description. Et on va avoir un prix. Le prix, on peut le mettre un peu au-dessus. On va mettre ça dans un tag. Dans un des tags. Et ici, un span tag is prix. C'est tout, juste tag. Et on fait ça comme ça. Et ici, on met price. Et on peut mettre un petit signe et euro comme ça. Ça devrait fonctionner. Donc là, il boucle sur tout ça et il va afficher normalement tous nos articles. On voit que tout est bien. On a bien, ça prend 3 places dans la colonne de 12, donc on a bien 4 articles et tout est nickel. Donc de 1 à 12, comme je disais. Donc là, notre but, c'est de rajouter un bouton et que quand on clique sur le bouton, ça ajoute au panier. Donc on va venir ici, tout en bas, on va rajouter un petit paragraphe comme ça et on va mettre un petit bouton. Un bouton de type button qui a la classe button. Et ici, on va dire ajouter. On recharge. On a bien notre bouton ajouter comme ça. On va juste le mettre en is primary, juste pour le voir un peu plus proprement. Voilà, il est là. Donc le but, c'est de cliquer là et que ça ajoute dans un panier. Donc on va aller plus haut, se créer un panier. Donc ici où il y a ça, on va se mettre un petit level. On met ça comme ça. Et on va avoir une div qui va contenir notre panier et tout un tas de choses. Notamment, on va avoir une div ici qui sera un tag qui va contenir le mot panier avec un span ici avec par exemple le 0. Et juste à côté, on va avoir un bouton de type, encore une fois, button et avec une classe button pour faire payer par exemple. Ok, donc on a notre panier ici auquel on va ajouter une taille un peu plus grande. On va juste mettre directement un title. Voilà. Title is 5 peut-être. Voilà, quelque chose comme ça. C'est nickel. Et ici, une petite classe avec un petit padding des deux côtés de 3 par exemple. Parfait. Donc le but, c'est que quand on clique là, ça ajoute au panier. Donc, comment on fait tout ça? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Alpine. Donc on va aller chercher Alpine aussi dans le CDN. On vient dans notre CDN, on tape ici Alpine.js. On a Alpine.js. On récupère ça, hop, ici, on prend la version modifiée. On va tout en bas et on va charger notre script. Donc Alpine.js, comme je dis ici, vous pourrez le remplacer par ce que vous voulez. Moi, je l'utilise uniquement pour créer la partie interactive. Alpine.js, c'est un peu comme Vue.js, c'est quelque chose qui s'apprend très vite. Hein. La doc est très très bien faite et tout commence avec ce qu'on appelle un attribut data. On met un xData et on peut définir certaines variables. Ces variables sont naturellement réactives, c'est-à-dire que dès qu'elles changent quelque part, lui, il va re-rendre l'élément et donc mettre à jour toutes les infos. Donc nous, on va se servir de ça. On va mettre ici sur toute la balise parent. Bon, dans la vraie vie, je ne mets jamais tout sur le parent, mais là, pour aller un peu plus vite, je fais ça comme ça. Donc on vient ici et on va écrire ici qu'on a un panier. Notre panier, ce sera un tableau. Et ici, donc, pour afficher le texte, on ne peut pas mettre de texte comme ça, donc on va enlever ça. Et on va mettre un xText. Comme ça, xText, c'est pour insérer un texte dans une balise. Donc là, sur la balise pad, on met un x-text, où on peut mettre cart.length, qui va afficher donc le nombre d'éléments de notre panier. Donc si on recharge la page, on a bien panier 0. Si je viens mettre en dur quelque chose par défaut dedans, A, B, C, comme ça, par défaut, il me dit bien 3. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, mais on voulait que ce soit un tableau. Donc maintenant, notre bouton. Le but, c'est que quand quelqu'un clique sur ce bouton, on ajoute quelque chose au panier. La question, c'est comment on sait ce qu'il faut ajouter au panier. C'est là que ça devient intéressant. Quand on fait du back-end comme ça et qu'on fait le rendering côté back, on peut mélanger le back pour générer du front. Donc moi ici, je vais ajouter, pour ajouter des événements en fait en Alpine, on peut ajouter des arrobases avec le nom de l'événement. Donc moi, je vais ajouter un arrobase click. Et là, pour vérifier que Alpine fonctionne, on va juste faire un petit console.log Toto, comme ça. Donc on revient ici, on ouvre la console, on clique et on voit bien Toto. On clique, tout est nickel. On voit bien Toto partout. Donc, maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est pas
Ça, bien évidemment, nous, on veut pusher dans le cart. Donc, on veut faire un cart.push et pusher dans le tableau les données. La question maintenant, c'est comment on récupère les données. Nos données, on sait qu'elles viennent de product. Et il suffit ici d'utiliser notre backend, donc dans notre cas, nous, PHP, pour afficher tout ça. Donc ici, je fais un JSON en code, c'est-à-dire que mon tableau, plutôt mon objet ou mon tableau associatif, on l'appelle un peu comme on veut, je vais le stringifier, il va créer du coup un JSON, et donc quand il va render cette page HTML, elle, ce qu'il y aura écrit dedans, c'est cart.push, parenthèse, tout ce que j'ai mis là, etc. On vérifie ça. On recharge la page, et surtout, quand on va en bas, dans le code source, on voit que ça fonctionne. On voit qu'on a arrobas click, cart push, title, etc. Mais il y a un souci. Dans le JSON, il met des doubles cotes. Sauf que l'attribut commence aussi avec des doubles cotes. Donc il pense que l'attribut se termine là. Donc pour éviter ça, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez échapper tout ça en faisant un échappe. Alors je ne sais plus comment on fait. Donc on va taper escape quote PHP. Voilà, donc il y a add slashes par exemple qu'on pourrait utiliser. Add slashes sur une string. Donc on peut faire ça tout simplement. Et donc si je fais ça, il va échapper. Voilà, on le voit que ça fonctionne bien. Hein. Tac, tac, il échappe. On peut recharger la page pour voir si tout s'est bien passé. Mais on voit qu'il y a quand même des petites choses qui ne vont pas. Donc nous, on ne va pas utiliser cette technique-là, des add slash. Il y en a plein d'autres, je pense qu'on pourrait faire. On va plutôt tout simplement mettre des simples cotes ici. C'est-à-dire que ici, on met des simples cotes. Et comme là, ça va être que des doubles cotes, ça ne posera pas de problème. Hop, on met ça comme ça. On recharge. Et on voit que là, il n'y a plus de problème. Et tout fonctionne comme il faut. Donc on recharge ça. Il dit qu'il n'y a plus d'erreur. Et donc, comme lui ici, quand on clique sur le ajouter, ce qu'il va faire, c'est un cart.push de tout cet objet. Regardez, on voit bien ici, vu que ça, dès que je clique dessus, ça change le cart. Cart, son length a changé et le panier, il affiche bien le nombre de choses qu'on a. Et donc là, on voit bien que ça fonctionne. Alors, ce qui est problématique, c'est si j'ajoute 3 fois le même produit, lui, il continue d'ajouter dans le panier. Alors ça, il y a plusieurs façons de le changer. Soit au lieu de faire un cart push, on fait un traitement où nous, on va fusionner les choses qui existent déjà, soit on le fait côté PHP. Nous ici, enfin côté back. Nous ici, pour la simplicité, on va juste le faire côté back. Voilà. Comme ça, la personne, elle sait combien d'éléments elle a dans son panier, elle sait qu'elle a 14 éléments, peu importe que ce soit 14 fois le même, etc. Par contre, si on affichait ici dans une bulle les éléments du panier, il faudrait fusionner les choses pour que la personne puisse voir la quantité en fonction du nombre d'éléments, etc. Là, on va pas forcément se prendre la tête à faire ça. Notre but maintenant, c'est que quand quelqu'un clique sur payer, ça aille sur la partie PHP et ça commence à utiliser Stripe. Donc commençons par la base. Alors déjà, il nous faudrait un peu un système d'API. Il nous faudrait un routeur. Donc on va créer un routeur. Et ce routeur, en fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de l'appeler routeur.php, on va créer un dossier qui s'appelle views, qui va contenir notre page HTML, qui est notre page d'accueil. Et en fait, donc là, normalement, si on arrive sur la page, il n'y a plus rien. Not found. Donc nous, notre routeur, ça va être ça, notre page initiale, notre page d'entrée. Donc ici, on va créer un routeur très rapidement en PHP. D'abord, on refait un petit classique echo hello world pour voir que tout fonctionne. Hop, ça fonctionne. Comment je vais créer mon routeur ici? Il y a plusieurs façons de faire un routeur en PHP, mais la manière la plus simple aujourd'hui en PHP 8, c'est on peut stocker le path courant. Pour ça, il suffit de faire un $_ hop, serveur path URI plutôt. Voilà, request URI. Et si vous faites juste ça, si je fais un echo de path, il nous dit le chemin. Donc si par exemple ici je viens et que je dis slash tac tac tac, on a bien ça, parce qu'aujourd'hui tout est redirigé vers le index. Donc là, ça fonctionne bien. Le problème, c'est que là, si je mets des trucs comme ça, il va les mettre aussi. Et donc moi, pour éviter d'avoir des query strings dans l'URL, parce que j'ai pas envie de les avoir, je vais parser cette URL. Donc je fais un parse URL. Et ici, je peux lui dire php underscore path, c'est URL path, voilà, comme ça. Donc je parse l'URL, et en parsant cette URL, donc ce chemin, je vous dis que je veux que le path. Donc si on fait un écho de ce path encore, on voit que là, pour la même URL où il y a un query string, il enlève la query string, il me donne juste le chemin. Et ça, c'est ce que je veux. Maintenant, comment je fais pour matcher ça? Alors, on a quelque chose de nouveau en PHP qui s'appelle match, qui fonctionne un peu comme un switch case. Donc, c'est-à-dire un if, else, else if, etc. Donc, je peux lui passer par exemple un path, et je vais lui dire. Donc, ça fonctionne comme ça. Match, c'est en fait une expression. Ce qui veut dire que match renvoie une valeur. Donc là, par exemple, je peux appeler ça le return ou le result de la result. Voilà. On peut faire ça comme ça. Comment fonctionne match? On met une clé
et on met une valeur. Par exemple, je pourrais lui dire, si ça match le slash, la valeur c'est 1. Si ça match slash toto, la valeur c'est 2. Et quand on veut une valeur par défaut, il suffit d'écrire ici default. Et ici, je peux dire par exemple la valeur c'est 404. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de faire un echo de notre result. Donc lui, ce qu'il fait, c'est que il va prendre ce path, il va regarder ce que c'est et il va faire des if-else tout seul. Si ça correspond, si le path contient slash, il prend ça et il s'arrête. Si ça contient toto, il prend ça et il s'arrête, et ainsi de suite. Regardons ce qui se passe. Ici, il me dit 404, bien évidemment, parce que ça lui donne tout ça. Ça n'existe pas ici, donc il rentre dans le défaut, il affiche 404. Si je vais sur la page d'accueil, on a bien 1. Et ça fonctionnera, quelle que soit la query parable, parce qu'on a fait des choses où on esquive les queries parables. Ça fonctionne. On peut faire slash toto pour vérifier. Hop, on a bien 2. L'avantage, c'est que, en fait, comme il prend tout ce qu'on a comme valeur, on peut mettre ici, en fait, des fonctions. Pour lui, une fonction, c'est aussi une valeur comme une autre. Donc ici, pour faire mon petit routeur, il suffit de dire qu'ici, c'est une fonction, ici, c'est une fonction, ici, c'est une fonction. Dans les fonctions, on fera ce qu'on veut. Et ici, au lieu de faire un echo, on peut tout simplement faire un echo de la, hop, enfin, on va même pas faire d'écho, on va directement faire le result, et on appelle notre fonction result. Donc s'il y a besoin de faire des échos, on les fera dans les fonctions. Donc, par exemple, quand j'arrive sur la page d'accueil, je pourrais très bien faire un echo hello world. D'ailleurs, plus simple que ça, on va même tout simplement, quand on arrive sur la page d'accueil, on fait un require once, où on va, hop, afficher les vues, l'index. C'est-à-dire que s'il match l'accueil, j'inclus en fait ma page d'index qui était une vue, je l'inclus là. Et donc c'est comme si cette page-là, qu'on a créée tout à l'heure, elle apparaissait uniquement quand on arrive sur la page d'accueil. Ici pour Toto, je vais faire un echo Toto. Et pour la page 404, je vais faire un HTTP response code 404 et je vais faire un echo 404. Voilà. Donc là, ça va générer une vraie 404 juste avec ça. Regardons ce qui se passe. Slash Toto, il affiche bien Toto. La page d'accueil, il affiche bien mon site e-commerce, on a bien notre panier, tout est nickel, tout fonctionne. On va sur quelque chose qui n'existe pas, 404, et si on vérifie la console, on a bien fail to load ressource 404 parce qu'on a bien envoyé un code 404. Voici comment faire un routeur basique en PHP et ça a pris que quelques lignes. Donc nous maintenant ce qu'on veut, c'est bien évidemment retourner sur la page d'accueil. Et on veut qu'à partir de la page d'accueil, quand on fait payer, ça aille sur une API. Donc ici moi je vais me créer quelque chose que j'appelle slash API slash pay. Et ici je pourrais juste faire un petit JSON pour l'instant. Je vais afficher un JSON underscore en code. Ici, je peux mettre par exemple juste message, succès, voilà. Et pour être sûr que ça fait bien du JSON, je fais un header, content type, application, JSON. C'est-à-dire que là, comme je vais faire un echo, je lui dis que ce que je suis en train d'afficher à l'écran, de renvoyer au navigateur, c'est du JSON. Donc là, je fais ça, je lui passe un tableau que j'encode en JSON sous forme de string. Tout simplement. Regardons si ça fonctionne. Notre but, c'est que quand on clique sur ça, on fait payer et ça envoie du JSON. Allons dans la console. Allons dans notre code views. Dans notre bouton ici, push. Pas dans le bouton push, pardon. Dans le pay. Dans le payer, on va ajouter un petit clic. Voilà. Arrobas clic. Et là, il va y avoir un peu plus de code que d'habitude. Donc ici, on va faire tout simplement un fetch. On peut utiliser le fetch natif. On va prendre l'URL. Donc moi, je fais un slash API slash, on l'appelait pay. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait. On fait juste ça. On peut faire un petit Z aussi pour récupérer la response. res.json. Voilà. Et un petit Z ici aussi pour récupérer le JSON et faire un console log. Console.log de JSON. Regardons ce qui se passe. On recharge ça. On fait ça, on fait payer. On a bien message succès. Si on regarde un peu le network et qu'on va dans fetch XHR, on voit bien qu'on a la requête qui s'est faite. Il a fait une requête comme ça en get et ça l'envoie. Alors nous, ce qu'on aimerait maintenant, c'est plus le faire en get, c'est plutôt le faire en post. Donc on va passer des paramètres. On va dire que la méthode, c'est post. Et on va dire qu'on a un body. Et notre body, ça va être un json.stringify. Donc là, c'est en JS, hein, on stringifie notre body. Et qu'est-ce qu'on veut lui passer? On veut lui passer carte. Et comme ici, on est dans le arrobas click de Alpine, grâce au xdata qui est sur la racine, on a accès à toutes les variables. Donc ici, j'ai accès à carte. Il suffit d'écrire ici carte. Donc il va prendre carte, qui est un tableau, il va le stringifier, le donner en body, et on fait un fetch de tout ça en post. Regardons un peu ce qui se passe. Donc
Donc nous, en théorie, ici, vu qu'on fait rien de spécial, il va refaire la même chose. Il va nous dire succès. On recharge la page, on fait ça, on fait payer, on regarde la requête, ça a bien fait un post. Si on regarde le payload, ça a bien envoyé tous les produits. Voilà. Et si on regarde la response, ça dit juste succès. C'est logique. Maintenant, côté back, nous, on veut récupérer tous les produits. Donc, je pourrais récupérer le body en disant que le body, c'est JSON décode cette fois-ci. On veut décoder le JSON du body. Donc, on récupère ensuite le body. C'est fileGetContents de PHP, input. Donc ça, c'est la façon dont on récupère le body. Sauf que ce body, c'est juste une string. Et comme c'est une string, on décode tout ça. Et comme je veux le récupérer sous forme de tableau associatif, ici, je mets un associatif, je mets true, pour dire que ça va être un tableau associatif. Donc le body, ici, sera un tableau associatif de ce qui a été renvoyé. Donc pour vérifier ça, il suffit de faire ici de renvoyer juste ce qui a été renvoyé. Donc on récupère ça et on veut juste renvoyer la même chose. Comme je suis dans une fonction, il faut ici que, hop, je lui dise que je veux use le body de l'extérieur. Et on est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un appel vers /API/pay. Ça rentre dans cette fonction. On a déjà récupéré le body, etc. Parce que ça, il le fait indépendamment de ce qui se passe. On dit que c'est du JSON. On renvoie le body. Regardons ce qui se passe. On recharge. On fait ça. Payer. On regarde la response. La response est nickel. On regarde la console. Notre console log est nickel aussi. Maintenant, ce qu'on veut, c'est fusionner les choses. On aimerait bien avoir une fonction qui fusionne les produits entre eux. On veut pas on aimerait bien ajouter une notion de quantité. Donc là, on se fait une petite fonction qui va justement permettre de fusionner ça. Donc là, je viens de coller la fonction. Donc notre fonction qui s'appelle merge products, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un nouveau tableau. Elle va sur tous les produits. Elle va essayer de les fusionner par titre, parce que c'est le seul identifiant qu'on a. Mais si on avait d'autres identifiants, si là, dans les vues, tout en haut, on avait des ID, par exemple, le mieux, c'est de fusionner par ID, bien évidemment. Mais si on fusionne par titre, on vérifie si le titre existe déjà. S'il existe, en fait, tout ce qu'on fait, c'est augmenter la clé quantité. Alors que s'il n'existe pas, en fait, on crée une nouvelle clé qui s'appelle quantité sur le produit, qu'on met à 1, parce que c'est le premier produit. Et ensuite, on crée la clé sur la partie merge. Et on renvoie le tableau final. Donc, juste avec ça, déjà, ici, si on fait un merge products du body, ce qu'on devrait avoir, côté back, c'est, je refais payer. Et là, on voit que tout à l'heure, on a 5 éléments dans le panier. Il y en avait bien 5 qui s'étaient envoyés. Là, on n'en voit que 2. Pourquoi? Parce que si on rentre dedans, on a celui-ci où il dit il y est 3 fois et celui-ci où il dit il y est 2 fois. Donc ça, c'est la partie intéressante. Maintenant, passons au paiement. Parce qu'on va passer tout ça. Notre but, c'est de passer tout ça au paiement. La première chose, c'est qu'on veut installer Stripe. Or, pour savoir comment installer Stripe, vous tapez PHP, Stripe. Et si vous êtes en Python ou autre, vous tapez Python, Stripe, etc. Il y a plein de libs officiels de Stripe pour ça. Nous, on va prendre ça et on va l'installer avec Composer. Donc, Composer qui est le gestionnaire de paquets côté PHP. Donc, je fais ça. Composer installe Stripe PHP. Composer a bien installé PHP, donc je relance notre serveur. On peut juste relancer ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Composer, il a installé deux fichiers. C'est vraiment ça, c'est un gestionnaire de paquets qui va en fait dire quel paquet on a, quelles ressources on a, etc. Il crée aussi un dossier vendor où il met tout ça dedans. Donc nous, ici, maintenant qu'on a ça, on peut appeler Stripe et on veut initialiser Stripe. Donc si on va dans la documentation de Stripe, en fait, si on va par exemple ici dans développeur documentation, on peut ensuite aller dans API et on verra tout un tas de choses. On verra vraiment plein de choses sur Stripe et on voit que ça fonctionne pour vraiment il y a plein de librairies. On le voit ici, Composer install, sur Python, Pipe install, sur Ruby, Gem install, sur Java, etc. Il y a vraiment plein de choses. En Node, NPM install, plein de choses. Et même quand il n'y a pas un langage, quand il y a un langage que vous faites qui n'est pas dans cette liste, vous pouvez quand même utiliser l'API REST en HTTP, comme ils disent ici, the Stripe API around the REST. Voilà, donc vous pouvez utiliser ça pour faire vous-même les appels. C'est juste que là, l'avantage, c'est qu'on a un client en PHP ou autre pour gérer tout ça. Donc ici, d'abord, ce qu'on veut, c'est s'authentifier. Ouais, je vais même juste copier ça, comme ça. Voilà. On veut prendre ça ici. On peut l'initialiser où on veut. Moi, je vais l'initialiser dès le début. Hein. Et ici, il faut lui passer une clé Stripe. Donc cette clé, comment vous la récupérez? Vous allez vous créer un compte. Donc là, par exemple, je suis sur un compte test qui s'appelle Tutorials, où on voit qu'il y a déjà eu des précédents paiements, etc. C'est ce que j'ai fait pendant une précédente vidéo. Ici, une fois que vous êtes là, vous faites votre compte de test, vous configurez comme il faut, il y a plein de choses qu'on peut faire.
mais notamment, vous pouvez aller sur développeur. Dans développeur, vous allez avoir quelque chose qui s'appelle clé d'API. À partir de ces clés d'API, vous allez avoir une clé privée et une clé publique. La clé publique, vous pouvez la mettre dans le front. En général, on s'en sert quand on fait des choses côté front. La clé privée ne doit uniquement être utilisée que dans le back. Et pour ne jamais l'envoyer sur GitHub, vous devez la mettre dans des variables d'environnement que vous n'envoyez pas sur GitHub ou vous le mettez dans un fichier que vous n'envoyez jamais sur GitHub. C'est une clé qui sera différente de toute façon en dev et en production. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas vous montrer la mienne, même si là je suis en développement. Je ne vais pas vous montrer tout ça. La clé doit être secrète. Votre clé secrète, c'est celle qu'on doit mettre ici, là. Ici, comme on est dans le côté back, c'est la clé secrète qu'on veut mettre ici. Et vous ne devez jamais la montrer, jamais l'utiliser. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un fichier ici que je vais appeler env.json. Et ici, je vais mettre donc un JSON tout simplement qui va contenir mon stripe private, etc., etc. Vous mettez un peu ça comme vous voulez. Moi, je vais faire ça comme ça pour l'instant. Donc c'est fait, mon fichier a été mis à jour, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il y a mes clés à l'intérieur, mais ce fichier existe. Donc comment je fais maintenant moi, c'est que je vais en plus aller récupérer mes variables d'environnement. Donc je peux faire ici, c'est que je me crée une variable env, et cette variable env, c'est tout simplement un JSON, des codes, file get contents, pareil, de tac, dir slash JSON comme ça, et c'est parti. Donc je récupère le contenu, je décode ça, et du coup maintenant j'ai $env là qui contient quelque chose avec toutes mes clés. Donc ici, ce que je peux faire, c'est que je peux écrire env slash stripe private. Donc j'ai appelé ma clé comme ça, celle qui contient la clé privée, elle s'appelle stripe private. Donc j'ai ça. Donc là, j'ai initialisé Stripe. Maintenant, comment on fait pour créer une page de paiement? Vous avez plusieurs moyens de le faire. La première chose, c'est que vous pouvez en fait créer des pages de paiement manuellement. Mais si vous créez des pages de paiement manuellement dans votre dashboard ici, sans coder, ce sera en fait que des valeurs fixes. Donc c'est bien quand vous avez des produits fixes. Vous pouvez d'ailleurs créer un catalogue de produits ici. Tout se passe par l'interface, c'est magnifique. Mais nous, pour l'instant, dans cette première version, on veut le faire totalement via le code. Et via le code, ce qui se passe, c'est que dans l'API, on peut faire ce qu'on appelle un create checkout. On va taper juste checkout par exemple. Voilà, retrieve checkout session, list all checkout session, voilà. Donc on vient ici, mais nous ce qu'on veut c'est créer une session. Donc on va copier ce code. On crée une session de checkout, c'est-à-dire créer une page de paiement. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un clique sur payer, on va bien évidemment, premièrement, je reviens ici d'abord, on va créer les produits finaux, on peut appeler ça final products, par exemple. Hop, je vais appeler final products. Ensuite, ce qu'on veut, c'est créer du coup une session, comme ça. Hop, on vient ici. Je lui dis que j'ai aussi besoin de Stripe, use Stripe, et donc il prend Stripe de l'extérieur qui est là. Ce qu'on pourrait faire, c'est même si on voulait faire ça proprement, allez, on va plutôt le créer directement là. Donc on crée le client ici, parce qu'on en a besoin ici, j'ai quand même besoin de l'environnement, env. On crée notre client là, on a nos produits, qui sont la version mergée du body, et maintenant, regardons un peu tout ça. Donc Stripe, il dit que tu peux lui donner une URL de succès. C'est l'URL sur laquelle il te redirige quand le paiement s'est bien passé. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une route, ici, qu'on va appeler slash success. Et slash success, tout ce qu'il va faire, c'est un écho de succès. Hop, 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 voilà, écho, succès. Tout ce qu'il fait. On peut aussi avoir une page de cancel. La page de cancel, c'est pour gérer quand quelqu'un clique sur annuler le paiement. Nous, ici, je vais faire ça. Page cancel. Ici, on pourrait renvoyer vers des pages d'accueil, etc. si on voulait d'ailleurs. Là, je vais juste faire un écho, un écho. C'est là où vous allez faire d'autres traitements ou afficher vos pages. Donc moi, pour ça, je vais lui dire ici que ce que je veux, c'est mon lien en dur, slash succès. Et on peut faire une page qui s'appelle cancel URL. Et je lui passe la même chose, mais avec cancel. Ici, je mets les liens en dur, mais en fonction du framework ou de comment vous faites votre site, ici, bien évidemment, vous générez l'URL pour que tout soit propre en fonction des environnements, etc. Vous ne mettez pas les URL en dur. Ça ne marcherait pas si j'envoyais ça en prod. Donc maintenant, comment je sais qu'il y a un cancel? C'est parce qu'en fait, ici, dans la page, créer de session, vous allez voir tout ce qui existe, un peu metadata, mode, paiement, setup, subscription, return URL, success URL, tout un tas de choses. Donc ça, nous, pour l'instant, on s'en fiche un peu. On laisse comme ça. La partie qui nous intéresse vraiment, c'est ça. On va voir un line items. Le line items, c'est où vous décrivez à Stripe les éléments à ajouter au paiement. Donc, dans line items, c'est un tableau qui contient des sous-tableaux. Des sous-tableaux associatifs ou des sous-objets si vous préférez. On va pouvoir lui mettre un price, un quantity, etc. Sauf que nous, on ne veut pas lui mettre un price. Ici, le price qu'on voit là, c'est quand vous avez créé dans votre dashboard un produit
et un prix associé à ce produit. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, si on regarde la doc et qu'on voit dans Line Items, on regarde les enfants de Line Items, on voit qu'on a Line Items, Adjustable Quantity, Dynamic Tax, tout un tas de choses. On voit qu'on a Price, c'est ce qui est utilisé ici, où on a un Price Data. Et nous, ce qu'on veut, c'est plutôt un Price Data. Donc, on va mettre Price Data, et Price Data est un autre tableau. Donc, Price Data, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir un Currency. Par exemple, on pourrait avoir ici un Currency qui met en euros, comme ça. Donc, la liste des currency, vous pouvez aller la voir. Il donne un lien pour aller voir la liste des currency supportés. Vous pouvez mettre ensuite un produit ou un product data. Donc ici, le produit, c'est pareil. Quand il met produit, c'est une clé vers un produit qui existe déjà. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut créer un produit à la volée, donc on va mettre un product data. Donc ici, on a un product data qui lui-même a d'autres clés. Donc ces autres clés, c'est qu'on peut avoir un name, une description, un tableau d'images, des métadatas, etc., etc. Donc moi, ce que je veux, c'est transformer nos final products dans une ligne d'items compréhensible par Stripe. Et donc pour ça, je vais créer une fonction qui va faire tout ce petit travail aussi. Donc voici notre fonction qui s'appelle transform for Stripe. Elle prend pareil les produits, on fait un tableau, le nouveau tableau qu'on veut renvoyer vers Stripe, on parcourt tous les produits. Déjà, on va arrondir tous les prix en les mettant en centimes, parce que Stripe, ici, dans la partie prix, quelque part, il nous dit normalement qu'il veut les prix en donc currency, c'est le amount. Il y a un amount quelque part. Unit amount. Donc il nous dit on peut avoir unit amount en décimale, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il les veut en centimes. Donc nous ici, on convertit en centimes. Ensuite, on crée le tableau, à quoi doit ressembler le nouveau tableau. Donc le tableau, il doit ressembler à price data. On met notre currency en dur, mais ici, la currency, on pourrait même la copier du produit si nous, dans notre site, c'est un site multi-currency, etc. Là, après, c'est à vous de faire la partie métier. Product data, donc on met un name qu'on récupère du title, une description qu'on récupère de description. On met un tableau d'image, nous, on n'a qu'une seule image, donc on met la seule image qu'on a. Ici, on met notre montant en centimes et on met la quantité. Donc on vérifie s'il y a une clé quantité ici, et s'il n'y en a pas, on met tout simplement 1. Et on renvoie tout ça à la fin. Donc cette fonction, pareil, on va la réduire comme ça. On prend ça et on va venir ici, avant de créer ce checkout, ici le line items, on enlève tout ça et on va appeler transform for Stripe les final products, tout simplement. On pourrait même le faire au-dessus si on voulait, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre ça plutôt et dire tu merges les produits, tu les transformes pour Stripe, voilà comme ça. Donc on appelle notre fonction merge sur body, notre fonction transform, et ici on met directement final product. Donc on a notre success URL, notre cancel, on a un bon line item qu'on a bien transformé, on a le mode, et en fait tout ça, ça renvoie quelque chose. Donc là ici on va prendre la data que ça renvoie, et c'est ça qu'on va juste renvoyer pour l'instant en JSON, pour voir ce que Stripe nous renvoie quand on fait ça. Donc ici, à vous ensuite aussi de faire des try-catch pour cacher les erreurs, etc. qu'il peut y avoir. Mais voici la simple ligne qu'il faut pour créer un panier avec Stripe. Vous voyez qu'on n'a pas fait grand-chose. Tout le reste, c'est du code métier. Côté Stripe, on a initialisé Stripe, transformé nos produits pour Stripe, et on a créé un truc de checkout. Regardons un peu ce que ça donne. On retourne sur notre page, on recharge, on ajoute quelques produits au panier, j'en ajoute 2 comme ça, 1 comme ça, je fais payer, et là on voit tout un tas de choses. Donc il dit voilà n'est pas valide, etc. Il y a tout un tas de choses, on regarde un peu. Donc je pense que Stripe Client Not Found, bien évidemment, il trouve pas Stripe parce que Stripe est loadé avec Composer, et pour ça il faut faire un require vendor. Je crois d'ailleurs que dans la doc ils le disent, c'est là. J'avais oublié ça. Donc on fait ça pour pouvoir pour que Stripe puisse être auto-loadé automatiquement, il faut faire un require once vendor auto-load. Ça, c'est avec Composer. À partir du moment où on met ça, Composer va détecter toutes les classes sur lesquelles on importe comme ça et il va les importer pour nous automatiquement. Donc là, normalement, ça devrait corriger ce problème. On recharge, on ajoute ça, payer. Ça a fonctionné. On peut aller voir tout ça. On voit qu'on a tout un tas de choses. Il y a plein de choses, mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est URL. Parce que ça, c'est pour créer une page de paiement. Et cette page de paiement, elle sera sur l'objet, il y aura une clé qui s'appelle URL. Donc nous, ce qu'on veut faire ici, c'est renvoyer. On peut même renvoyer toute la data, peu importe. Et dans notre front-end, quand le fetch s'est bien passé, qu'est-ce qu'on veut? On veut prendre sur le JSON le point URL. Et on veut nous renvoyer vers ça. Et donc, on peut faire, pour renvoyer vers ça, on peut faire un window, location, href, json.url.
Encore une fois, à vous ici de faire une gestion des erreurs, de vérifier s'il y a une erreur Stripe ou autre, ou si votre JSON correspond bien à ce que vous attendiez, etc. On revient en arrière. Il manque une petite parenthèse, oui, ici. On revient là. On fait ajouter 2 fois ça, une fois ça, payer. Là, comme il n'y a pas de loader, on voit pas que ça met un peu de temps à charger, mais là, à vous de mettre un petit loader côté front aussi pour être sûr que tout se passe bien. Je vais même le faire. Allez, on va le faire rapidement en mettant un bouton ici. Ah, bah, tiens, il y a une classe normalement ici qui s'appelle isLoading. Donc on met ça comme ça. Je mets ma classe isLoading. Et je vais dire que isLoading, c'est vrai quand j'ai la variable isLoading qui a vrai ou pas. Donc du coup, cette variable isLoading, je la crée à la racine, ici. Je dis qu'on a isLoading qui est à false. Et ici, juste avant le fetch, je fais un isLoading égale true. Et quand tout est bon, dans mon finally de ça, je mets isLoading égale false. Donc en gros, je dis que c'est en train de loader, il tente la requête, il fait ses trucs, il fait ses trucs. Et le finally, c'est quand tout s'est bien passé ou mal passé, mais c'est quand toutes les requêtes sont terminées. Hop, il fait ça. Donc ça, normalement, ça devrait nous donner quelque chose de plutôt sympathique. Ou quand je recharge, je fais ça, 2 fois je fais ça. Hop, on va afficher ça. Un souci d'argument pareil. Donc on vérifie. isLoading, false, ok. isLoading ici, nickel. Normalement, classe, c'est peut-être pas un 2 points. Si, normalement, c'est un 2 points. Je crois que c'est ça. Ici, il manque une parenthèse au finally. Parfait. Donc on refait ça. On refait ça et on fait payer. Et on voit qu'il y a un petit loader. Ça redirige vers la page. C'est nickel. Et regardez, ça c'est une page créée par Stripe automatiquement. Ça me dit bien que j'ai ça en quantité x2. Ça met bien ça m'affiche bien mes images. Ça met bien ma petite description. Voilà. On vient de se créer un petit site e-commerce avec un panier. Ici, on peut mettre l'email. Le client, il va mettre son email, un peu comme il veut. Donc, moi, je vais mettre ça, arrobase, quelque chose, point, quelque chose. On s'en fiche un peu. Ici, vous pouvez ensuite mettre des cartes de test. Pour trouver les cartes de test, vous tapez Stripe, card, test. Et vous avez toutes les cartes de test de Stripe avec tous les triggers. Vous pouvez avoir des cartes de test qui déclenchent un paiement raté. Vous pouvez avoir des cartes de test qui déclenchent le 3D Secure. Enfin, plein de choses. Nous, on va mettre juste la carte qui permet de dire que le paiement a réussi. Donc c'est 4-2-K2, et ici il faut mettre quelque chose dans le futur, donc je vais mettre 28. Et ici on met 4-2K2. 4-2K2 c'est la carte vraiment de test pour dire tout s'est bien passé. Ici vous mettez ce que vous voulez, et ici vous mettez juste une date dans le futur. Ici je peux laisser Vietnam, parce que je suis au Vietnam, on s'en fiche un peu. Je peux mettre France si j'ai envie. Voilà, on peut mettre un nom, peu importe. On fait payer. Et là quand on fait payer, donc je vais faire non merci. On arrive bien sur la page succès. Sur notre page succès, à nous de faire différentes choses, mais voici le principe de base. Et nous, comment on peut être sûr que la personne a vraiment payé, tout s'est bien passé? Parce que quand on arrive sur succès, ça veut juste dire que tout s'est bien passé sur la page précédente, mais on n'a pas encore la validation que tout s'est bien passé dans le paiement, qu'il n'y a pas eu de reliquat de la banque ou peu importe. Là, on sait juste que la page checkout, tout s'est bien passé. Donc pour vérifier que vraiment il y a eu un vrai paiement, etc., il y a plein de choses qu'on peut faire. Déjà, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe sur le cancel. J'avais déjà montré tout à l'heure, mais je le remontre. Je reviens ici, je fais retour, ça arrive sur cancel. Voilà. Le cancel, il sert juste à ça, quand quelqu'un fait retour. Regardons côté back-end, si on peut passer, si vous étiez connecté, si moi ici j'avais un utilisateur connecté et que je voulais passer son email, comment je peux faire? Et bien en fait, on peut passer soit un customer, donc si vous avez créé au préalable un customer sur Stripe avec les API create customer, etc., vous pouvez passer l'ID du customer ici, du customer Stripe, ou sinon, vous pouvez tout simplement passer un customer email, on peut le voir dans la doc ici, pour éviter que Stripe, que votre client mette un autre email sur Stripe qu'il n'utilise pas dans votre base de données pour vous faire des recoupements, vous pouvez passer en dur l'email. Donc là, par exemple, si j'avais un utilisateur connecté, je récupère son email, je le passe ici. Moi ici, je vais juste mettre toto.fr en dur, mais ici, partez du principe que c'est une variable que vous renvoyez qui est sur l'utilisateur connecté, par exemple, si vous voulez. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais si vous voulez, vous pouvez faire ça. Et donc, quand on fait ça, si on recharge la page, si on fait ça, payer, on arrive sur une page où on a Toto. Toto ne peut pas modifier son email, et donc ça vous permet, derrière, dans la page de succès, par exemple, d'aller chercher le dernier paiement de l'utilisateur en cours, et ça vous permettrait de vérifier si, avec le dernier paiement, il a vraiment payé, etc. Ça, c'est la version complexe pour vérifier le paiement. Il y a une version plus facile, pour être sûr que quelqu'un a payé et que tout s'est bien passé. Dans Stripe, vous allez pouvoir ici créer ce qu'on appelle des webbooks.
Donc des webhooks, c'est des événements que Stripe va vous envoyer. Il y a plein d'événements possibles. Stripe, il va vous envoyer plein d'événements, ici, comme ça, pour dire que quelque chose s'est passé ou pas. Il y a plein de façons de gérer les événements en production. Mais la manière simple, c'est que vous allez donner une URL, d'une URL que vous créez, et Stripe, il va appeler cette URL. Donc c'est une URL que vous appelez jamais vous-même. C'est Stripe qui l'appelle. Nous, on va la créer ici. On va l'appeler API/webhook, par exemple. Mon conseil, c'est de mettre une URL un peu moins explicite pour éviter que des gens tombent sur votre URL et l'appellent manuellement, parce que les gens pourraient très bien appeler cette URL et vous envoyer de fausses données. Donc, moi, ici, je veux dire que j'use bien évidemment le body et la variable d'environnement. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait dans ce webhook? Ce webhook, c'est jamais nous qui l'appelons, c'est Stripe qui va l'appeler. Pour savoir comment ça fonctionne, il suffit de faire ajouter un écouteur local. Vous pouvez faire ajouter un endpoint quand vous faites en production, mais en local, vous faites ça, tester en local. Vous pouvez faire tout un tas de choses pour tester en local. Stripe, vous pourriez utiliser par exemple ngrok, mais ça, c'est la version complexe. ngrok, ça vous permet d'utiliser votre environnement local, mais via une URL de prod, etc. Nous, on veut pas ça. Stripe, ils nous ont simplifié la vie. Ils vont eux-mêmes faire la passerelle pour nous. Donc, on peut faire ça en installant la Stripe CLI. Donc, vous tapez Stripe CLI. Pour l'installer, c'est vraiment très très simple. Il explique comment le faire. Si vous êtes sur Mac, Brew installe. Si vous êtes sur d'autres choses, etc. Moi, par exemple, je suis sur Windows. Donc, avec le PowerShell, j'ai pu ajouter Scoop. Donc, j'ai installé Scoop. Puis ensuite, j'ai fait un Scoop add bucket. Puis, j'ai ajouté ça. Si vous êtes sur Mac, Linux, Windows, avec d'autres choses, vous pouvez faire tout ça. Le mieux, c'est quand même avec Scoop sur Windows ou Homebrew sur Mac. Et après, sinon, vous faites un peu ce que vous voulez. Et si vous êtes sur Docker, il y a plein d'images Docker pour gérer un peu tout ça. Voilà. Une fois que c'est installé, vous allez, hop, vous allez vous loguer. Moi, j'ai déjà fait le login, mais vous allez ouvrir ici une nouvelle chose, parce que ça ne doit pas être sur la même ligne de commande, bien évidemment. Vous allez faire comme ça un login. Et donc là, vous voyez, il va me demander tous mes trucs d'authentification, etc. On s'en fiche un peu, parce que moi, je suis déjà connecté. Une fois que vous êtes logué, vous allez pouvoir faire un listen pour écouter justement votre URL, enfin votre site en local. Moi, mon site, il s'avère que c'est pas sur 4242, c'est sur 111 et c'est pas sur webhook.php. Moi, c'est sur /API/webhook. Vous faites ça. Et là, c'est bon, il commence à écouter. Et en plus, il va vous donner en fait une signature. Cette signature, elle sert à vérifier que c'est bien Stripe qui vous appelle et que c'est pas quelqu'un d'autre. Donc moi, ici, donc sa signature, elle est vraiment unique. Pareil, il faut pas la montrer, il faut pas la partager, etc. Moi, ici, c'est un environnement de test. Donc, dans tous les cas, cette signature, vous ne pourrez pas la réutiliser parce que mon environnement de test sera supprimé. Donc, vous venez ici et vous voyez, vous avez ça dans plusieurs langages. Donc là, vous débrouillez un peu pour prendre celui qui vous concerne. On va copier tout ce code. Et en fait, on va venir ici. Donc, dans le webhook, voici comment ça fonctionne. Je vais indenter. Donc, la première chose que je veux, bien évidemment, c'est faire une nouvelle initialisation de Stripe. Et donc, moi, je vais faire un env de Stripe underscore private. J'initialise Stripe. Ensuite, il nous dit de récupérer le secret. Donc, nous, le secret ici. Hop. Je vais faire ça comme ça. Moi, le secret, pareil, je l'ai stocké dans env Stripe. Ça doit être webhook. Ensuite, ici, lui, il récupérait le payload, etc. Moi, j'avais déjà récupéré avec le body, mais on va laisser cette partie-là parce que lui, il la laisse en string. Il récupère la signature que lui, il a envoyée dans la requête. Donc ça, c'est ce que lui, il a envoyé dans la requête. Alors que là, c'est notre secret à nous. Ensuite, il dit que l'événement est nul par défaut et il construit l'événement. Donc, il fait un try catch. Il construit l'événement en faisant event webhook construit événement. Donc ça, c'est dans la doc. Il passe le payload. Il passe la signature qui vient de la requête, qui en théorie vient de lui, et le endpoint. Donc nous, déjà, grâce à ça, on peut savoir quand c'est vraiment Stripe ou quand c'est quelqu'un qui essaie de tricher. Parce que si c'est quelqu'un qui essaie de tricher, ça rentrera soit dans un problème Stripe ici, soit dans un problème de signature. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer. À vous de faire vos try catch en conséquence. Et ensuite, les événements, tous les événements peuvent faire un tas de choses. Il y a plein d'événements possibles et imaginables. Si on vient ici, on voit une petite liste d'événements déjà, mais dans la doc, vous aurez plein d'événements. Nous, l'événement qu'on veut, c'est Payment Intent Succeeded. On veut vérifier. Donc là, ils mettent un switch. On pourrait réutiliser un match ici ou un if-else à la main. On va laisser ici juste le switch. Et quand le paiement a été successful, c'est là où vous pourriez récupérer l'identifiant du customer ou l'email du customer pour aller faire des choses dans votre base de données ou autre. Nous, pour l'instant, on va rien faire de spécial. Tout ce que je veux, c'est savoir ce qu'il y a dans l'événement. Donc, je vais juste faire un file put contents de du coup l'événement, de JSON en code.
event. Voilà. Moi, je vais juste mettre ça dans un fichier et j'ai oublié de mettre le nom du fichier. Donc, le nom du fichier, ce sera dire .slash, on va appeler ça webbook.txt, webbook response.txt. Voilà. Donc, je viens ici, je mets ça dans ce fichier-là, on fait ça. On fait ça. Ici, c'est tout ce que je fais. Vous, ici, vous feriez du code métier et on peut écouter plein d'événements. Par exemple, quand on fait des abonnements, il y a des événements pour les abonnements, pour dire qu'un abonnement a commencé, c'est terminé, que la carte bancaire a été ajoutée, ce genre de choses. Bon, ici, je vais juste faire ça. Et donc, bah, on va les tester. On va les tester tout ça. On recharge. On ajoute deux produits comme ça, un produit comme ça. On fait payer. On va payer avec le 4242. Voilà, on met un nom comme ça. On peut même vérifier si on peut mettre passer un nom, etc. Donc on voit qu'on a un customer email et normalement on a même d'autres choses sur les customers, mais voilà, ça après c'est à vous d'aller. Voilà, on a des custom fields ici comme on voit. On a tout un tas de choses, customer creation, customer update. Enfin, il y a plein de choses. À vous d'aller dans la documentation pour vous faire plaisir. On ajoute un nom, on fait payer. Non merci. On arrive sur la page de succès. Et normalement, le webbook a été appelé, on peut le voir ici. Vous voyez, là, il vous dit les appels qu'il a fait. Il vous dit qu'il a fait un appel. Il a fait plusieurs appels. Il a fait un charge succeed. Vu que nous, on n'écoute jamais ça, de toute façon, il s'est rien passé. Il a fait un checkout. Donc là, ça vous permet un peu même de voir l'ordre des événements. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un paiement, il dit le charge a été fait, la session a été completed, le payment intent a été created, payment intent a été succeeded, et ensuite la charge a été updated. Et donc, nous, ce qu'on vérifie, c'est le payment succeeded. Et donc, quand il est rentré dans celui-là, il a bien créé un webhook response qu'on voit là. On peut voir un peu tout le JSON qui a été fait à ce moment-là. Et voilà un peu comment vous allez prendre ça pour faire des rapatriements. Ici, comme j'ai montré, on a directement, hop, pas dans celui-là, dans le pay, on a directement créé un checkout et c'est tout, avec un email en dur. Vous pourriez très bien, vous ici, d'abord créer le user, le customer sur Stripe. Dans la doc, c'est très facile à voir. Customer, the customer object. On a quelque chose ici qui s'appelle Create Customer. Vous pouvez faire un Stripe Customer Create, c'est-à-dire que vous créez l'utilisateur dans votre base de données, dans votre application. Ensuite, vous le créez sur Stripe. Stripe, il va vous donner un Customer ID. Et du coup, quand vous revenez créer un checkout, vous pourriez très bien passer le Customer ID. Comme ça, Stripe, il a déjà automatiquement la liaison entre tout le monde. Et après, c'est à vous ici de gérer tout le reste. Donc maintenant, il y a plusieurs questions qu'on se pose. Vu que c'est pour faire du e-commerce, est-ce qu'on peut mettre une adresse, par exemple? Eh bien oui, il y a plein de paramètres pour gérer le shipping. On peut dire qu'on veut collecter les adresses de shipping. Euh, on peut avoir des shipping options. Donc, on regarde un peu les options. On peut mettre des prix de shipping, on peut mettre des shipping rates, etc. Donc ça, c'était la version quand vous mettez tous les prix vous-même. Mais il y a une version, comme je disais, où, si je reviens un peu en arrière ici, il y a une version où quand on va dans le catalogue de produits, on peut créer un produit. Ici, par exemple, je vais le faire. On va ajouter un produit. On va appeler produit 1. On va mettre une image, tiens. On met une image comme ça. On va dire que c'est un prix du coup ponctuel, parce qu'on est en e-commerce. On met 100 euros. On peut dire que ça inclut la taxe ou pas, ou mettre tout un tas de choses. Je fais ajouter le produit. Et là, notre produit, il est là. Notre produit, il est là. Et qu'est-ce qu'on veut? Bah, on a normalement un produit ID, mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut le tarif. Donc, on fait copier l'idée du tarif. Et qu'est-ce que ça change, ça, vous allez me dire? Et ben, ça fait qu'en fait, si par exemple, quand quelqu'un fait payer, au lieu d'aller faire le final product avec tout un tas de trucs un peu complexes, ici, si moi, au lieu de faire ça, dans le line items, je venais directement faire, hop, donc on va repartir sur la doc pour voir à quoi ça ressemble le line items, hop, on a le line items qui est là, on va copier, voilà, on a un sous-tableau avec price et quantité. Donc admettons ici, je pourrais mettre un sous-tableau avec price, et en fait ici c'est pas un price data, mais c'est vraiment un price, et je mets mon price ID, et ici on a un quantity, c'est bien ça, quantity. Ici, par exemple, je pourrais mettre 2. Ce qui veut dire que moi, mon front, au lieu de renvoyer toutes les données, il pourrait juste renvoyer des price ID. Et les prices, c'est une valeur publique, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Parce que personne ne peut faire grand-chose avec un price ID, en fait. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre front sans aucun souci. Vous pourriez même, d'ailleurs, si vous voulez pas mettre exactement ça, vous pourriez faire une synchronisation entre votre back qui détient la liste de vos produits avec une liste de produits Stripe synchronisée avec une valeur interne qui est celle-ci, par exemple. Mais ici, on va prendre ça, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, quand je vais cliquer sur payer, si je viens sur la page d'accueil, quand je vais cliquer sur payer, il s'en fiche du reste, il va les envoyer, mais moi, le bac, je ne les exploite pas. Et on voit que ça amène ici, on voit qu'on a un produit, c'est produit 1, il est à 200 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a deux quantités de 100 euros, et on voit même qu'il y a l'image. Et donc là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais mettre ça deux fois, par exemple. Je pourrais créer un deuxième produit.
On revient sur produit. On fait créer un produit. Produit 2. On peut mettre une autre image. Tiens, on va mettre le logo de Planet Toaster. Et ici, on remet que c'est ponctuel. Et que ça, par contre, ça coûte 50 euros. On fait ajouter. Et en fait, un produit peut avoir plusieurs tarifs. C'est pour ça que les tarifs et les produits ont des identifiants différents. C'est que sur un produit, vous pourriez dire, il y a un tarif, c'est pour ce scénario, il y a un autre tarif, c'est pour ce scénario. Vous pouvez même gérer les codes promo, ce genre de choses. C'est très bien fait. Donc moi, ici, je viens là, je remplace ça, et je dis que ça, il n'y en aura qu'un seul. Donc en théorie, on aura deux choses à 200, deux choses à 100 et une chose à 50. Donc c'est censé coûter 250. On revient ici, on revient en arrière, on fait payer, et on voit bien, on a produit 1, quantité 2, produit 2, quantité 1, on a bien un total de 250, et tout fonctionne. Et si là, je voulais récupérer du coup le shipping, en fait, si on va dans la doc pour montrer un petit exemple, shipping, on voit que c'est à la racine et qu'il y a un shipping options shipping rate. Donc on fait ça. On va plutôt faire shipping address collection, c'est plutôt ça que je voulais vous montrer. Donc on fait shipping collection sur ici par exemple, normalement. Dedans, il y a une sous-clé qui s'appelle Allowed Countries pour préciser quels pays ont le droit de faire du shipping. Et ici, moi, je pourrais mettre FR, par exemple, et VN pour le Vietnam. Et on fait sauvegarder. Et là, si je reviens en arrière et que je refais payer, qu'est-ce qui change? Maintenant, je peux mettre une adresse. Je peux mettre France, je peux mettre Vietnam. Et en fait, comme j'ai pas autorisé autre chose que France et Vietnam, quelqu'un qui n'est ni en France ni au Vietnam ne peut pas payer ici. Il pourra pas payer parce que, en tout cas, il pourra pas mettre d'adresse de livraison. Parce que la question, c'est si on met rien, est-ce que ça fonctionne? À voir. Non, l'adresse est obligatoire, donc c'est nickel. Et en fait, là, comme j'ai limité ça, et donc c'est nickel. Donc l'adresse de shipping, on le met que quand on veut vraiment faire du shipping. Ne mettez pas ça juste pour avoir l'adresse de facturation. Pour avoir l'adresse de facturation, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Il y a des choses concernant les taxes, tax ID collection, il y a plein de choses. Shipping address, billing address collection. Donc si vous voulez juste l'adresse pour avoir la facture, pour vous créer des factures derrière, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Donc vous pouvez mettre billing address collection et ensuite dedans il y a ça, c'est un enum qui est soit auto soit required. Donc nous on pourrait mettre ça par exemple à required ou en auto, et le auto je pense que c'est quand quelqu'un met son numéro d'entreprise. Si vous dites que vous acceptez de récupérer les infos d'entreprise, et ben là il va mettre l'adresse parce que pour une entreprise il faut forcément une adresse. Donc ici si je voulais juste le shipping address, je peux mettre ça et je peux mettre ici que c'est required, le billing address pardon, parce que le billing address ça permet de récupérer l'adresse sans pour autant limiter qui peut acheter. Le billing address, ça limite qui peut, le shipping address, ça limite qui peut acheter parce que on dit quel pays a le droit de faire du shipping. Donc actualiser, je reviens en arrière, je refais payer. On voit bien qu'on a une adresse. Par contre, on peut mettre tous les pays du monde parce que c'est juste l'adresse de facturation, pas l'adresse de livraison. Et on peut cumuler les deux d'ailleurs. Voilà. Voilà, c'était à peu près tout pour montrer comment on fait un site e-commerce très simple avec Stripe. On a vu que tout ça fonctionnait avec des produits existants, avec des produits qu'on crée à la volée. On peut même mettre des images en fournissant des URL. On peut mettre une page de succès quand tout s'est bien passé, une page de cancel. Et on voit que ça a pris que quelques lignes. On a vu aussi comment faire un routeur. Et ce genre de petit projet comme ça, vous pourriez très bien l'utiliser avec avec un back que vous avez créé vous-même, ou même avec un CMS headless par exemple, comme Directus, comme Strapi, etc. Donc un CMS headless, je ferai une autre vidéo pour expliquer ce que c'est qu'un CMS headless. Mais on a réussi le challenge, on a fait un mini site e-commerce simple, en moins d'une heure, très simplement, avec un front, un back, et après dans la vraie vie, bien sûr, ça vous prend un peu plus de temps, mais le principe fondamental est vraiment très rapide à implémenter. On se retrouve donc dans un autre tuto, et pour héberger ce genre de petits projets comme ça, souvenez-vous bien, Planet Toaster, toujours un hébergeur que j'adore, que j'utilise pour plein de projets. N'hésitez pas à aller dessus. Il y a des codes promo pour Planet Toaster dans la description. N'hésitez pas. À bientôt.